pressé par son syndicat de négocier des compensations mais sans s'opposer frontalement au projet, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Le visage de cette fille qu'il n'avait jamais vue se superposait au plan de l'architecte. La destruction du couvent n'était plus une question de principe. Elle devenait une affaire personnelle. Act 2. La confrontation. Poussé par les emails insistants de Sarah, qui lui envoyait des documents, des photos d'archives et des arguments passionnés sur la valeur historique du couvent, Hervé commença sa propre enquête. Il passa ses soirées à la bibliothèque municipale, plongeant dans l'histoire locale, un domaine qu'il avait toujours ignoré. Il découvrit que le bâtiment, bien que non classé, possédait des éléments architecturaux uniques. Au fil de ses recherches sur Internet, il tomba sur des textes de loi obscurs, et notamment sur la loi Malraux, un dispositif de protection du patrimoine qui semblait pouvoir s'appliquer. Il comprit que la direction avait sciemment évité de demander une expertise patrimoniale approfondie, de peur de voir son projet retardé ou annulé. Le point de bascule fut son voyage à Paris. Il avait donné rendez-vous à Sarah devant la librairie, où elle travaillait à temps partiel. En entrant dans ce havre de paix, ce monde de silence et de savoir, il se sentit immédiatement déplacé, avec sa chemisette et ses mocassins à glands. Sarah était là, derrière le comptoir. Elle lui ressemblait, il y avait quelque chose dans le plissement de ses yeux quand elle souriait. Elle le guida à travers la ville, lui montrant non pas les monuments touristiques, mais les détails cachés, les cours intérieures, les façades discrètes. Elle lui parla d'architecture avec une passion qui le désarma. Elle le mena à l'atelier de reliure, où il observa, fasciné, le travail patient de l'artisan qui redonnait vie à un livre abîmé. Pour la première fois depuis des années, Hervé sentit qu'il touchait à quelque chose d'authentique, de vrai. C'est au cours d'une de leurs conversations, dans un petit café, que Sarah lui posa la question qui allait tout changer. Elle lui demanda s'il savait ce qu'était devenu le couvent pendant la guerre. Hervé n'en avait aucune idée. Elle lui apprit alors que le lieu avait été transformé en orphelinat pour accueillir les enfants qui avaient perdu leurs parents dans les bombardements. Elle sortit une vieille photo en noir et blanc d'un registre d'archives. On y voyait un groupe d'enfants posant dans la cour. Au milieu d'eux, une petite fille aux yeux graves le fixa. « C'est ta mère », lui dit Sarah. Le choc fut encore plus violent que celui de sa paternité. Sa mère, une femme dure et secrète qui n'avait jamais parlé de son enfance, avait grandi entre ses murs. Le couvent n'était plus un simple bâtiment. C'était le dépositaire d'une mémoire familiale amputée, le lieu d'un chagrin originel qu'il comprenait enfin. La lutte pour sa préservation devenait la lutte pour la reconstitution de sa propre histoire. Pendant qu'Hervé se reconstruisait, Jean-Claude achevait de se détruire. L'ultimatum de Véro et la peur de la maladie le poussèrent à boire encore plus, dans un déni frénétique. Il devint erratique, imprévisible. Un après-midi, en revenant d'un rendez-vous client qu'il avait complètement raté, il perdit le contrôle de sa Xantia sur une route mouillée et percuta une glissière de sécurité. L'accident n'était pas grave, mais la police, arrivée sur les lieux, constata son état d'ébriété. La suspension de son permis de conduire fut un coup de grâce. Un vendeur sans permis, c'était un soldat sans fusil. La nouvelle de l'accident parvint à Véro, qui, cette fois, tint sa promesse. Quand il rentra de l'hôpital, ses valises l'attendaient sur le perron. La rupture avec Hervé fut brutale. Jean-Claude, réfugié dans un hôtel minable, le rendit responsable de tous ses malheurs. Il l'accusa de saboter l'entreprise avec ses conneries d'intello, de mettre en péril l'emploi de tous pour sauver une masure bonne pour les rats. Leur amitié, déjà effritée, se brisa en 1000 morceaux lors d'une confrontation violente devant la machine à café. Les mots furent durs, injustes, irréparables. Pour Jean-Claude, Hervé était un traître. Pour Hervé, Jean-Claude était un homme aveuglé par sa propre détresse, incapable de voir au-delà de sa peur. Ils étaient devenus des étrangers, deux naufragés dérivant sur des radeaux séparés. Acte 3, le bilan. Le point culminant de la crise fut l'audience publique organisée par la mairie pour valider le permis de démolir. La salle du conseil municipal était comble, divisée en deux camps. D'un côté, les employés de l'entreprise et les commerçants qui espéraient un regain d'activité. De l'autre, une poignée de militants locaux pour la défense du patrimoine, rejoints par Sarah. L'atmosphère était électrique. Jean-Guy Lecointe présenta le projet avec son assurance habituelle, déroulant des chiffres, des projections de croissance, des promesses d'emploi. Il balaya d'un revers de main les arguments historiques, qualifiant le couvent de « verrue insalubre » et de « frein au développement ». Puis vint le tour des opposants. Sarah prit la parole. D'une voix claire et posée, elle parla de l'histoire du lieu, de son importance architecturale, de son rôle social pendant la guerre.
Elle projeta la photo de l'orphelinat sur grand écran. Dans la salle, un murmure parcourut l'assemblée. Enfin, le maire donna la parole à Hervé Dumont, en sa qualité de représentant du personnel. Tous les regards se tournant vers lui. Jean-Guy le fusillait du regard. Ses collègues attendaient de lui un soutien sans faille au projet, une défense de leurs emplois. Un silence pesant s'installa. Hervé se leva, les mains tremblantes. Il ajusta ses lunettes et regarda le micro. Il ne fit pas le discours syndical qu'on attendait de lui. Il ne parla pas de convention collective ni de comité d'hygiène et de sécurité. Il parla d'une voix hésitante, personnelle. Il parla de mémoire. Il parla de ce que les bâtiments nous racontent, des vies qu'ils ont abritées. Il parla de sa mère, cette petite fille sur la photo, et du silence qui avait recouvert son enfance. Il expliqua que détruire ce bâtiment, ce n'était pas seulement abattre des murs, mais effacer des histoires, les siennes et celles des autres. Il conclut en disant que si le progrès consistait à tout raser pour construire des centres commerciaux anonymes, alors il ne voulait pas de ce progrès-là. Son discours ne sauva peu, être pas le couvent, mais il le sauva lui. En cet instant, il cessa d'être le syndicaliste hypocrite, l'avare peureux. Il était juste un homme qui tentait de réparer quelque chose, en lui et à l'extérieur. Au même moment, à des kilomètres de là, Jean-Claude était assis sur le lit de sa chambre d'hôtel. La télévision diffusait des images sans son. Il avait atteint le fond. La solitude était totale, le désespoir absolu. Il regarda le téléphone posé sur la table de chevet. Il pensa à Véro, à ses fils, à Hervé. Il pensa à sa vie gâchée. Puis, avec un effort surhumain, il se saisit du combiné. Il ne composa pas le numéro de sa femme ni celui de son ami. Il composa le numéro d'un centre de désintoxication qu'il avait trouvé dans l'annuaire. C'était la première fois qu'il admettait sa défaite. Et c'était sa plus grande victoire. Les mois qui suivirent furent une longue et lente reconstruction. Le projet de démolition du couvent fut suspendu, le temps d'une expertise patrimoniale approfondie, une petite victoire au goût amer pour Hervé, qui fut mis à l'écart par la direction et ostracisé par la plupart de ses collègues. Il quitta finalement l'entreprise, acceptant une rupture conventionnelle. La perte de son emploi, qui aurait dû être une catastrophe, fut une libération. Jean-Claude, lui, commença un long et difficile chemin vers la sobriété. Il n'y eut pas de miracle. La route était semée de rechutes et de doutes. La réconciliation avec Véro et ses fils n'était pas acquise, mais un dialogue fragile avait repris. La dernière scène se déroule 1 an plus tard. Hervé est à Paris. Il n'est plus responsable des achats. Il est apprenti. Dans le petit atelier au fond de la librairie, il apprend les gestes lents et précis de la reliure. Il n'est pas doué, ses mains sont maladroites, mais il est patient. Il répare un vieux livre, un recueil de poésie dont la couverture est déchirée. Il reçoit une lettre. L'écriture est tremblante, presque enfantine. C'est celle de Jean-Claude. Quelques lignes seulement pour lui dire qu'il tient bon, qu'il pense à lui. Hervé sourit d'un sourire triste et apaisé. Il pose la lettre sur son établi, à côté du livre en réparation. Dehors, la vie continue. Dans le bureau de Veul-les-Roses, la machine à café distribue toujours son jus amer. Mais pour eux, son bruit a changé de signification. Ce n'est plus le son de la comédie, mais l'écho lointain d'une vie qu'ils ont laissée derrière eux. Tableau 1. Chronologie des conflits parallèles. Acte I. Déclencheur. Conflit externe. Annonce du projet immobilier Renaissance par la direction. Menace sur le patrimoine local. Conflit interne. Hervé. Premier contact de sa fille, Sarah, historienne de l'art dont le sujet d'étude est le couvent menacé. Conflit interne, Jean-Claude. Diagnostic médical grave lié à son alcoolisme. Ultimatum de sa femme, Véro. Acte segundo. Escalade. Conflit externe. Hervé découvre des irrégularités dans le projet et le potentiel de protection via la loi Malraux. La direction exerce une pression croissante. Conflit interne, Hervé rencontre avec Sarah à Paris. Découverte du monde de l'artisanat et du lien personnel de sa propre famille avec le couvent, thème du deuil et de la mémoire. Conflit interne, Jean-Claude. Accident de voiture en état d'ébriété. Séparation définitive. Rupture de l'amitié avec Hervé, qu'il accuse de saboter l'entreprise. Acte 3. Résolution. Conflit externe. Audience publique municipale. Discours d'Hervé. Le sort du couvent est scellé, avec des conséquences professionnelles pour Hervé. Conflit interne Hervé. Acceptation de son passé et de sa responsabilité. Début d'une relation fragile mais authentique avec Sarah. Conflit interne Jean-Claude.
Prise de conscience et premier pas vers la guérison. Appel à un centre de désintoxication. Une lettre, symbole d'un futur incertain